Libéria, George Weah arrive en tête du premier tour de la présidentielle. Selon les résultats de la commission électorale, il affrontera au second tour l'actuel vice-président Joseph Boakai. Après l'attentat de samedi dans le centre de Mogadiscio, des centaines de personnes qui scandaient des slogans de violence sont descendues dimanche dans les rues pour exprimer leur colère. Et puis, les protagonistes dans la crise qui secoue la Libye se montrent davantage ouverts au dialogue. Des délégations rivales sont encore à Tunis pour une nouvelle session de négociation sous l'égide de l'ONU. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Libéria, l'opposant George Weah arrive en tête au premier tour de la présidentielle avec 39% des suffrages selon les résultats annoncés dimanche soir par la commission électorale. Des résultats qui portaient sur 95% des bureaux de vote. Il affrontera au second tour le vice-président sortant Joseph Boakai, arrivé en deuxième position avec 29,1% des voix. Ce second tour, il faut le préciser, pour désigner le successeur d'Ellen Johnson-Sirleaf aura des allures de revanche pour les deux hommes qui figuraient déjà sur les tickets présidentiels rivaux aux précédentes élections en 2005 et en 2011. Je vous propose à présent de suivre les réactions dans les deux camps qualifiés pour le second tour de la présidentielle libérienne. Il s'agit de propos recueillis juste après la confirmation d'un second tour qui opposera leurs deux candidats. The race here is between two individuals. La compétition est entre deux individus, George Weah et Joseph Boakai. Ce sont ces deux individus que les Libériens devront départager. La présidente Sirleaf n'est plus dans l'équation. No longer about President Sirleaf. In the runoff is a completely different race. All of the other, Le deuxième tour a eu une dynamique totalement différente. Les 18 autres candidats ne sont plus dans la course, donc les électeurs vont décider. L'important, ce n'est pas qui mène à l'issue du premier tour, mais qui va l'emporter à l'issue du second. Et ce sera nous. Ultimately we'll win the race. Nous avons fait tout ce que nous pouvons pour gagner dès le premier tour, mais c'est un processus démocratique. Cela n'a pas abouti, même si nous avons plus de 100 000 voix d'avance. Mais je peux vous dire que le CDC est prêt et entre dans la course du deuxième tour, confiant et en sachant qu'il va l'emporter à la fin. Nous ferons tout ce qui est légalement possible pour nous renforcer. Et si ça veut dire discuter avec certaines personnes, tant que ce n'est pas illégal, nous le ferons. Ce sont des arrangements dans le cadre d'une procédure démocratique. En Somalie, au moins 276 personnes ont été tuées et 300 blessées dans l'attentat au camion piégé perpétré samedi dans le centre de Mogadiscio. Il s'agit du bilan provisoire annoncé par le ministère somalien de l'information dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi. Il faut dire que cet attentat n'a pas été revendiqué par les islamistes Shebab ou d'autres groupes djihadistes, mais les Shebab qui mènent fréquemment des attaques et attentats suicides dans la capitale Mogadiscio et ses environs sont fortement suspectés. Il faut dire qu'après l'attentat de samedi dans le centre de la capitale somalienne, des centaines de personnes qui scandaient des slogans anti-violence sont descendues dimanche après-midi dans les rues de Mogadiscio pour exprimer leur colère. C'était dans le cadre d'une manifestation pour la paix en Somalie. Voici les images. Les manifestants ont scandé des slogans anti-violence et brandi des portraits du président et du Premier ministre. Ils étaient des centaines de personnes descendues dans les rues de Mogadiscio pour exprimer leur colère après l'attentat de samedi dans le centre de la capitale somalienne. Un attentat qui a fait au moins 276 morts et plus de 300 blessés. Le maire de Mogadiscio, qui a pris part à ces manifestations, a appelé les Somaliens à se dresser dans l'unité contre le terrorisme.
Ô peuple de Mogadiscio, Mogadiscio ne devrait pas être un cimetière pour jeunes corps brûlés. Mogadiscio est un lieu de respect et si nous restons unis comme nous le sommes aujourd'hui, en allant de l'avant, alors on vaincra l'ennemi, si Allah le veut. Les habitants de Mogadiscio, encore sous le choc de l'attaque, la plus sanglante que le pays ait connue, ont appelé le gouvernement à agir contre les auteurs de cet acte odieux. Nous sommes bouleversés par ce qui s'est passé et nous appelons le gouvernement fédéral de Somalie à se battre contre les Chebabs. En tant qu'habitants de Banadir, nous ferons de notre mieux pour aider le gouvernement si Allah le veut. Nous sommes venus ici pour montrer à quel point nous sommes désolés par la tuerie de masse d'enfants et de jeunes Somaliens. Ça nous a vraiment touchés. Cet attentat n'a pas été revendiqué, mais les islamistes somaliens Chebab, liés à Al-Qaïda, sont suspectés. En Centrafrique, des violences meurtrières ont touché en début de semaine dernière la ville de Kembe au sud-est du pays. La scène s'est produite entre Alindao et Bangassou, une région en proie à des tensions depuis le mois de mai dernier. Reportage. La sombre page des exactions communautaires peine à se refermer en Centrafrique. Le sud-est du pays vient tristement de s'illustrer par des violences meurtrières. Selon des sources concordantes, les violences ont opposé les membres de deux groupes armés, l'Union pour la paix en Centrafrique, l'UPC d'Ali Daras et un groupe d'autodéfense. L'UPC a fait état d'une vingtaine de morts dans son rang, tous ses combattants. La MINUSCA, souvent décriée par les Centrafricains pour son manque de réactivité, a annoncé l'envoi d'une mission conjointe à Kembe pour prendre toute la mesure de la situation sur place. Le ministère de l'Intérieur, quant à lui, devrait envoyer des hommes pour enquêter avec la force onusienne et faire une évaluation aérienne de la situation. L'UPC estime toutefois que l'accord de cessez-le-feu signé lundi avec d'autres groupes armés basés plus au nord n'est pas remis en cause. L'un de ses membres est d'ailleurs devenu conseiller à la présidence. Depuis mai 2017, les préfectures de la Basse-Koto et du Mbomou sont en proie à une vague de violence déclenchée à partir de Bangassou qui a fait des milliers de déplacés et de nombreux morts, dont des casques bleus. Depuis 2013, la Centrafrique vit au rythme de violences intercommunautaires après le renversement de l'ex-président François Bozizé par les milices de la Séléka prétendant défendre la minorité musulmane, ce qui avait entraîné une contre-offensive des milices anti-Balaka. En Libye, les protagonistes dans la crise qui secoue le pays se montrent davantage ouverts au dialogue. Des délégations rivales sont arrivées ce week-end à Tunis pour une nouvelle session de négociations sous l'égide de l'ONU. Ceci pour tenter de sortir leur pays du chaos et d'une grave crise politique et économique. Voici les détails. Les deux parties rivales de la crise libyenne sont appelées à se pencher dans l'immédiat sur la rédaction des amendements apportés à l'accord interlibyen signé fin 2015 à Skirat au Maroc. Issu de cet accord, le gouvernement d'Union dirigé par Fayez El-Sarraj n'a pas réussi à faire l'unanimité en Libye, même s'il a réussi à étendre son influence dans la capitale et quelques villes de l'ouest libyen. L'UNIA peine à imposer son autorité sur de larges pans du pays. Le Parlement élu basé à l'Est et qui soutient le controversé maréchal Khalifa Haftar refuse de lui donner sa confiance. Le point de discorde porte notamment sur l'article 8 de l'accord de Skirat qui donne prioritairement au NIA le pouvoir de nommer le chef des armées. Les deux parties s'étaient mises d'accord sur la formation d'un conseil présidentiel de 3 membres. Pour faire bouger les lignes, l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, a tenu à rencontrer en début de soirée les deux délégations séparément avant les réunions proprement dites. Les nouvelles discussions à Tunis devraient porter sur les prérogatives de ces deux autorités ainsi que celles du Parlement. Le but, c'est de préparer le terrain pour un référendum sur une nouvelle constitution qui ouvrira la voie à des élections selon la feuille de route présentée en septembre par Salamé aux Nations Unies. Au Maroc, le roi Mohamed VI a estimé en début de week-end que le modèle de développement de son pays était aujourd'hui incapable de satisfaire les demandes des Marocains. C'était au cours d'une allocution qu'il a tenue devant le Parlement marocain. Voici les images.
Mohamed VI a exhorté le gouvernement et les différentes institutions du royaume à élaborer un nouveau modèle de développement en phase avec les évolutions que connaît le Maroc, estimant celui en cours désormais inadapté aux réalités actuelles des populations. Aujourd'hui, les Marocains ont besoin d'un développement équilibré et équitable, garant de la dignité de tous, générateur de revenus et d'emplois, notamment au profit des jeunes. Un développement qui contribue à instaurer un climat de tranquillité et de stabilité et qui favorise une insertion réussie dans la vie familiale, sociale et professionnelle que chaque citoyen appelle de ses vœux. Le monarque a par ailleurs annoncé la création d'un ministère délégué en charge des affaires africaines. Il a également appelé à une mise en œuvre du projet de régionalisation avancée, un programme lancé par Rabat en 2010 qui s'appuie sur une décentralisation de l'administration et peine à se concrétiser. En Côte d'Ivoire, en vue de sensibiliser et de prévenir les populations sur la problématique du changement climatique, les associations de consommateurs célèbrent chaque année la Semaine verte. Cette année, le thème est intitulé « Quelle solution à la production d'un riz local, sain et durable, prenant en compte les questions environnementales ». Chris Paterne à Sémian. La communauté internationale célèbre chaque année au mois d'octobre la Semaine verte, à l'initiative d'une ONG suédoise. La Semaine verte, une semaine pour attirer l'attention de tous les acteurs sur la problématique du changement climatique et ses conséquences sur l'environnement, les conséquences également sur l'agriculture, in fine, les conséquences sur la production, l'alimentation et le consommateur. Membre de la Fédération des organisations mondiales des consommateurs locales, à Abidjan, l'événement a été célébré par la Fédération nationale des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI. Premier aliment consommé par les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance en production de riz. Si les pays d'Asie auprès desquels nous importons du riz, s'ils y ont réussi, on peut le réussir. Il suffit que les structures qui sont en place, telles que l'ONDR et d'autres structures encore, puissent avoir des moyens pour moderniser l'agriculture, mettre des terres à disposition des planteurs, leur donner ce qu'il faut pour faire une rentabilité et, in fine, au bout, commercialiser ce riz-là de telle sorte que le consommateur, plutôt les planteurs, puissent vivre décemment de leur activité. Le pays produit actuellement 60% de sa consommation annuelle, une production qui enregistre une croissance depuis 3 ans. Et selon les membres de la Fédération des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI, des initiatives en matière de changement climatique pourraient contribuer à faciliter cette démarche. Voilà qui vient mettre un thème à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.